Bonjour à tous, moi je suis Jean-François Mahé, je suis expert consultant au niveau de Cela Group. Donc aujourd'hui je vais vous parler de fiabilisation des assemblages électroniques, donc en particulier au niveau de l'industrialisation, et je vais vous parler de la démarche de Design for Excellence, donc l'industrialisation des produits au niveau de la fiabilité et puis de la maintenabilité des produits. Donc en quelques mots, hein, Cela Group aujourd'hui c'est 900 personnes réparties sur 4 sites de production. Donc 220 personnes à côté de Rouen, donc un ex-site de Alcatel. 450 personnes dans la Mayenne à Renazé, donc une société de câblage où on fait toujours du câble, du wrapping, donc du maintien en condition opérationnelle à Cossé-le-Vivien dans la Mayenne aussi, et puis une unité de fabrication de 200 personnes à Casablanca au Maroc, donc en Best Coast. Donc les sociétés sont certifiées ISO 9001, EN 9100 en aéronautique, sur des référentiels médicaux, et on a 3 sites aujourd'hui d'accrédités NADCAP. Donc NADCAP, ce sont des organismes de l'aéronautique qui vont certifier les procédés d'assemblage de cartes électroniques, donc sur toutes les phases de process. Nos domaines d'activité, hein, donc l'aéronautique, les télécoms, l'énergie et toujours des produits industriels. La particularité de Cela Group, nous n'avons pas de bureau d'études. On considère que ce n'est pas notre métier. On considère que pour fiabiliser un produit, le mieux placé pour concevoir un produit, c'est le client, c'est l'utilisateur. Hein, donc Airbus, Safran, Thales, on considère que c'est les mieux placés pour élaborer un produit. Et puis évidemment, on va travailler autrement avec des bureaux d'études, hein, tels Serma Ingénierie par exemple, qui ont aussi une bonne connaissance en termes de fiabilité de produits et sur les domaines d'activité. Et puis on fera un petit peu de conception de tout petits produits, mais ce n'est pas aujourd'hui notre positionnement. Le positionnement au fur et à mesure des années, hein, pour retracer très rapidement l'historique de la sous-traitance, hein, il y a une trentaine d'années, on travaillait avec ce qu'on appelait des paniers garnis. Alors moi, quand je suis arrivé dans la sous-traitance, hein, je me suis dit, chouette, des paniers garnis, il va y avoir des saucissons, des choses comme ça, et non, pas du tout. En fait, c'est le client qui nous donnait les composants, et nous, on avait le rôle de fabriquer, uniquement. Et puis, on a commencé à faire des achats, on a commencé à faire de la qualification de baume, et puis, on a vu que quelque part, il y avait quand même un gap entre les bureaux d'études, puisque aujourd'hui, on a quand même pas mal de clients qui sont fabless, qui ont abandonné la fabrication. Et on s'est aperçu qu'il y avait un gap entre les bureaux d'études, les dossiers de fabrication qui existaient précédemment chez nos clients et qui n'existent plus. Et puis, nous, on arrive, on prend les données du bureau d'études et on est censé fabriquer. Et en général, au niveau du NPI, ça ne se passe pas bien. Donc, on a développé une activité d'industrialisation pour justement reprendre un petit peu l'activité de nos clients qui créent des dossiers de fabrication et adapter les données d'études à nos moyens et à nos savoir-faire. Alors globalement, par rapport à cette vision, hein, que l'on va avoir, on va accélérer un retour sur investissement en réduisant les coûts au travers des cycles de design, améliorer le produit, la qualité du produit et quelque part sa fiabilité au travers du DFX. Améliorer les coûts industriels, évidemment, parce que c'est là aussi ce que nous demandent nos clients. Hein. Je suppose on n'est pas le seul chez Cela Group. Et puis optimiser la supply chain, puisque quelque part, comme le disait Olivier, on va essayer de travailler sur les baumes et de travailler sur la fiabilisation des approvisionnements, tant au niveau technique, mais au niveau aussi fiabilité du sourcing, de façon à pouvoir alimenter les lignes de production. Donc globalement, je ne vous apprends rien, la constitution du DFX, donc on va travailler sur globalement 5 grandes phases. Hein, donc on va travailler le design for cost, on va analyser les baumes et puis on va faire la recherche du meilleur prix. Le design for procurement, donc où on va assurer le sourcing. Et puis un point important à mon sens, puisque je suis avant tout un industriel dans l'âme, on va aussi fiabiliser la fabrication du produit. Parce qu'avant tout, notre rôle, c'est de fabriquer des produits, d'assembler des cartes électroniques et des câbles. Une chose importante, le test. Hein, dans ma vie, j'ai été directeur qualité. Donc, quelque part, un client qui nous demande, je ne sais pas moi, 100, allez, on va dire 300 ppm de défaut
sans faire de test. Quelque part, c'est de l'utopie. Hein, le commercial qui va lui vendre ça, il va au suicide. Et puis l'acheteur qui achète ça, il va au suicide aussi. Donc quelque part, c'est le point important aujourd'hui pour fiabiliser un produit et pour fiabiliser aussi, quelque part, la livraison à temps, le on-time delivery et la qualité du produit. Et puis ensuite, on aura le design for assemblage, hein, sur lesquels, là, on va faire les études au travers de la définition du produit, de l'industrialisation et de l'adaptation sur nos moyens industriels. Alors les moyens industriels, hein, je vous ai dit, on a 4 sites de production. Globalement, on essaye d'avoir les mêmes moyens de production sur tous les sites. Maintenant, on aura quand même des petites différences qu'il va falloir adapter par rapport au dossier de fabrication et de contrôle. Et puis globalement, ensuite, on se mettra d'accord aussi avec le client, hein, sur ce qu'on va faire au niveau du maquette, au niveau des prototypes, et puis au niveau ensuite des NPI, hein, des lots pilotes, quand on va rentrer en production. Alors par rapport à ça, on va fiabiliser aussi la relation client avec ce qu'on appelle les revues de premier article, hein, donc sur lesquelles maintenant on a réussi à généraliser la méthode. C'est-à-dire que quand on aura fini d'industrialiser un produit, qu'on aura construit les premiers protos ou les premières séries de cartes, on se mettra d'accord avec le client sur les données de fabrication de façon à les valider, à les verrouiller. Alors ensuite, hein, globalement, on va avoir l'adressage au niveau des différents sites. Hein. Le DFX va nous servir aussi à adresser sur le site qui va être le plus adapté à fabriquer. Et puis on s'assurera quand même aussi qu'il y a une possibilité de changer de site si toutefois il y a un problème industriel. On nous parle de plus en plus de plans de continuité d'activité. Si malheureusement il y a un produit sur un site, on doit être capable de refabriquer sur le site assez rapidement, tout en ayant déjà prévu les outils de fabrication. Alors ce qu'on peut dire sur un produit de haute fiabilité, et maintenable, la démarche, on va essayer d'intégrer au planning de développement la démarche globale et surtout l'intégrer au plus tôt dans le cycle d'industrialisation. Donc on va faire des analyses en parallèle du développement, mais on va essayer de minimiser l'impact de la dernière analyse à fabrication et de limiter aussi les reprises de dossiers. Hein, ce que je disais au travers de la revue de premier article, on essaiera d'avoir un produit fiable sur lequel on va éviter de revenir en arrière pour faire des modifications. Hein, l'idée, c'est d'avoir un gain de temps aussi sur l'ensemble du projet et nous de pouvoir apporter quelque part ce support à notre client. Alors on a tous remarqué, hein, aussi que les cycles de fabrication et les cycles de mise en fabrication sont de plus en plus courts. Hein, donc quelque part, il faut mettre aussi les bons outils en face des exigences. Alors globalement, les bonnes technologies justement pour le bon produit, on va essayer d'accompagner les concepteurs sur la leading edge. Hein, donc on va essayer de faire surtout des choix médians, donc de ne pas faire des choix trop agressifs en termes de process, ou en termes par exemple de sourcing d'approvisionnement ou de choses comme ça, qui ensuite engendrerait des risques plus importants, hein, puisqu'on va travailler avec des analyses de risque de type AMDEC, et on va prendre cela en compte de façon à ne pas être trop optimiste par rapport à un produit ou à un process. On va s'affranchir aussi de choix trop sécurisants. On va essayer quand même d'avoir des objectifs d'amélioration et globalement on va essayer de se situer au milieu de ces deux parties, agressifs ou sécurisants, de façon à pouvoir quand même avoir quelque chose quelque part aussi de novateur, hein, si on a la possibilité d'amener des process qui peuvent améliorer le produit, réduire les coûts, réduire les cycles. En termes de continuité d'activité, on mettra en évidence toutes les améliorations possibles, réduire les risques, donc j'en ai parlé, hein, au travers d'AMDEC, donc on fait systématiquement des AMDEC pour tous les produits qu'on va rentrer dans nos cycles d'industrialisation. Donc le but, hein, c'est d'avoir les meilleures performances possibles, le meilleur rendement possible en production, donc c'est important le rendement. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, les produits, hein, Olivier en parlait, des produits qui sont de plus en plus techniques, que ce soit au niveau des composants, que ce soit aussi des PCB, hein, des circuits imprimés, le rendement est important et on commence, nous, à regarder aussi le rendement au niveau des fabricants de PCB,
sur lesquels il semble intéressant de s'intéresser en fiabilité. Hein. J'imagine un fabricant de PCB qui lance 10 PCB qui en sort 2 de bons. Quelque part, on va quand même se poser des questions sur la possibilité de réalisation du produit et la pérennité du circuit imprimé, des circuits bons dans le temps. Le coût optimisé, évidemment, et puis la fiabilité et la maintenabilité, donc on en parlera un petit peu après. Donc l'idée, c'est d'avoir toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et puis de pouvoir avoir un produit qui restera compétitif face à la concurrence. Alors des exemples, hein, donc bon, Olivier en a sûrement parlé mieux que moi hein, au niveau de la fiabilité, mais bon, on reparle de crack par exemple sur le stress mécanique, sur lesquels nous, notre rôle aussi, ça va être de travailler sur la manipulation des produits. Hein, je suis aussi formateur IPC 610 et 620, donc il y a des chapitres entiers dans l'IPC qui parlent de la manipulation, hein, donc ça fait souvent sourire un petit peu les utilisateurs. Par contre, on s'aperçoit quand même que dans la majorité des cas de retour client ou de problèmes de fiabilité, on a au départ un problème de manipulation. Donc on va essayer de réduire les manipulations, le nombre de process différents, d'opérations manuelles et le nombre de stress thermiques ou mécaniques qu'on pourrait engendrer. Hein, donc là aussi, on s'aperçoit que dans les technologies d'assemblage, par exemple, est arrivé le press-fit. Hein, le press-fit, c'est une bonne solution pour enlever une étape de chauffe de la carte. Bon, après, ça peut engendrer d'autres problèmes si le PCB est mal conçu, mais quelque part, ça peut être des solutions. Et puis, évidemment, on va travailler sur la protection SD. Donc, Olivier en a parlé aussi sur le MSL, hein, sur lequel on met des exigences très rigoureuses en termes de stockage de composants. Donc, ils vont être un élément déterminant sur le stress mécanique et sur la fiabilité des produits. Alors ensuite, hein, d'aucuns me diront que bon, des problèmes MSL, des problèmes ASD, on n'en rencontre pas tant que ça. Maintenant, il faut quand même s'en protéger, hein, puisqu'on sait tous que ça va être, on ne le verra pas forcément en test final. Et le problème, c'est que le bug, il va arriver sur avion et au moment le plus critique. Hein. On parle souvent de la loi de l'emmerdement maximum. Quelque part, le calculateur, il va tomber en panne. Hein. On a vu avec la tempête en ce moment les difficultés d'atterrissage des avions sur certains aéroports. On imagine bien un calculateur qui tombe en panne quand le pilote essaye d'atterrir en travers, ça ne va pas aider, quoi. Donc toujours au niveau du stress mécanique, on va travailler sur, on disait sur la réduction des manipulations, la réduction des process. Hein, donc des études que l'on a réalisées, par exemple sur un produit sur lesquels on avait 3 technologies, des process différents, hein, ce qu'on appelle les cartes mixtes, donc du CMS, du traversant et du press-fit. Et là, on travaille avec le bureau d'études du client pour passer en 100% CMS. Alors évidemment, hein, quand c'est possible, quand il y a des boîtiers ou des composants qui le permettent, hein, c'est toute une recherche, mais c'est quand même des solutions qui sont la plupart du temps fiables. Alors des exemples aussi des process qu'on oublie un petit peu hein, dans notre chaîne de fabrication. La dépanélisation, par exemple, sur lesquels on va avoir des points de stress qui sont très importants si on n'utilise pas la bonne machine ou la bonne méthode. Donc l'emplacement, l'orientation des composants, la fragilisation donc, à la rupture, la propagation d'une fracture dans le temps. Hein, là aussi, les IPC sont relativement prolixes sur ce genre de choses. Et puis, les changements de valeur de composants, des open, bon, on va rencontrer tous les problèmes de fiabilité qu'on va détecter ensuite en laboratoire. Hein, donc l'idée, on peut essayer aussi de travailler sur le type de composants qu'on va utiliser pour limiter les fragilisations et se servir des technologies, par exemple, émergentes qui vont répondre parfois à des problèmes qu'on pouvait rencontrer par le passé. Alors évidemment, hein, ça nécessitera des analyses de baume, des analyses de datasheet. Donc on a au sein de l'équipe un ingénieur composant qui travaille à plein temps sur ce type d'activité. Je vous apprends rien aussi, les règles de proximité des composants, hein, donc sur tous les types de process. Jean-Pierre Douchy en a parlé sur le vernissage, mais on aura aussi les proximités sur les réparations. Donc on ne va pas uniquement se préoccuper de la production, mais aussi de prendre en compte la réparation. Alors évidemment, sur un produit jetable, on ne va pas trop s'en préoccuper. Sur une carte aéronautique, sur une carte en termes de réparation ou en termes aussi de release, hein, sur des mises à jour par exemple de logiciels, où on va être obligé de changer des composants.
bah, quelque part, si le bureau d'études ou si nous ne sommes pas préoccupés de la proximité des composants, on en démonte un et on en défiabilise 20 tout autour. Donc il faut le faire accepter au niveau des designs, hein, surtout en haute densité, puisque le concepteur, lui, son but, ça va être de gagner de la place. Si on lui dit qu'il faut élargir la carte de quelques centimètres, je pense qu'il va falloir trouver un compromis. Les contraintes de design, donc bon, ce que je disais, qui sont parfois à l'opposé des contraintes fonctionnelles. Hein. Donc l'idée, c'est de penser aussi à la réparabilité du produit, bien évidemment. Alors évidemment, si c'est nécessaire. Donc des exemples, un petit exemple de règles de proximité de composants, hein, sur les limites de programmation de la température lors des réparations. Bon, on va travailler avec en général des machines avec des flux d'air, hein, donc si on a des petits composants qui sont tout autour de la buse, bah, évidemment ils ne vont pas tenir et on sera obligé de les remonter en manuel. Et toutes ces opérations de remontage évidemment vont défiabiliser le produit. Alors là encore, hein, des règles de comment aujourd'hui sur l'exemple qui est donné, un produit grand public, hein, sur lesquels les contraintes bah, évidemment ne sont pas les mêmes en termes de réparabilité. Hein. Là, on est sur une carte de téléphone portable. Bon, évidemment, ce n'est pas forcément la préoccupation, quoique. Hein, on voit des centres aujourd'hui de réparation qui se montent et qui ont de l'activité. Hein, donc j'imagine qu'ils doivent quand même avoir pas mal de problèmes pour ce type de démontage, remontage de composants. Alors en termes de DFM, donc de Design for Manufacturing, hein, on va travailler avec des logiciels adaptés, donc bah, par exemple Valor NPI, donc sur lesquels on va faire des pré-analyses, des filtres par rapport à la quantité d'informations à traiter, et on va essayer d'intégrer 100% des règles liées à la fabrication et à la réparation. Bon, je dis bien on va tenter, hein, après le 100% il n'est pas forcément atteignable. Sachant que la plus grande plus-value pour les analyses est quand même l'humain avec l'expérience et ses compétences. Hein, quelque part, tous les logiciels, on peut mettre tous les plus beaux logiciels en marche. Si on n'est pas capable de les faire fonctionner, quelque part, on n'aura pas non plus le résultat escompté. Donc, ce qui explique que souvent, on va monter en gamme aussi, hein, en termes de savoir. Et aujourd'hui, on a une équipe de plusieurs dizaines d'ingénieurs qui va travailler sur ce sujet. Alors ingénieurs, et puis il faut aussi des gens qui ont de l'expérience de terrain dans la mise en œuvre des process, donc ça c'est aussi important. Donc on va retrouver aujourd'hui, et puis déjà depuis plusieurs années, hein, l'évolution des ingrédients et des technos. Donc aujourd'hui sur un produit aéronautique, on va considérer qu'on est sur 20 à 30 ans de fonctionnement, hein, sur un aéronef. Bien évidemment, si moi je compare entre mon début de carrière et puis maintenant, des évolutions il y en a eu. Donc en particulier le ROHS, REACH, qui sont venus se greffer à la problématique des process déjà mis en place. Le conflit minéral et puis les différentes normes qui peuvent apparaître ou qui sont déjà là depuis des années, comme la 14001, sur lesquelles, quelque part, bah, là aussi, on va être amené à l'intégrer aux AMDEC, hein, en termes de risque. Et bah, l'AMDEC, on ne va pas la faire une première fois aujourd'hui, et puis la refaire dans 10 ans. Hein, quelque part, il faut l'entretenir, et sur tous les aspects de la fiabilité. Hein, que ce soit au niveau de l'évolution des composants. Bon, on a connu par exemple l'évolution des boîtiers céramiques vers des boîtiers plastiques, ça fait déjà un petit moment. On a vu l'apparition des BGA, on a vu l'apparition des LGA, et quelque part, si on ne modifie pas l'analyse de risque, ben, on va se confronter à des problèmes de fiabilité. Donc l'AMDEC, on va la faire sur le process, sur le produit process, et aussi sur nos moyens, hein, puisque les moyens vieillissent très vite, donc ça pose aussi un problème. Donc sur lesquels ensuite on fera du rétro-engineering, hein, de la qualification et de la caractérisation. Donc on fera aussi en parallèle avec des laboratoires, hein, pour s'assurer que la mise en œuvre de nos process est conforme aux attentes. Des problèmes aussi qu'on rencontre, enfin des problèmes, je dirais des choses à étudier, la refabrication d'équipements, hein, refabrication d'outillage, refabrication de bandes test. Refabriquer des bandes test par exemple qui ont été développées dans les années 80, bah, il faut reprendre le problème du début à la fin, et bien souvent on n'a plus l'expérience de celui qui pilotait le band test, hein, donc bah, je vois des sourires, hein, je vois qu'on n'est pas les seuls à être confrontés à ça. Bah, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, hein, mais quelque part, bah, c'est des problèmes de tous les jours. Et puis ensuite, bah, nous, au niveau du groupe, on essaiera aussi de pallier à ça avec un petit laboratoire pour faire des coupes primaires, des coupes métallographiques.
Et puis après, évidemment, si on veut aller plus loin, on s'adressera à des laboratoires. Et puis, on a décidé aussi de maintenir une activité mécanique qui nous permet de toujours fabriquer des outillages et ce qui nous aide bien en termes de délai et surtout d'identification des besoins. Alors très rapidement, à l'analyse REACH, je pense que tout le monde est confronté à ça. Donc, on va avoir une demande client d'analyse de baume. Donc là, sur l'analyse REACH aussi, quand REACH est apparu, la difficulté, c'était de dire c'était le client qui la faisait ou c'était l'EMS. Donc aujourd'hui, nous, on l'a pris en charge. Donc on va vérifier la dernière mise à jour, donc au travers des listes candidates et puis sur les bases internet de l'ECHA. Et puis évidemment, on va analyser la baume client, le sourcing SAP par le biais du logiciel IHS ou autre. Et là, il faudra s'assurer aussi qu'en termes de compatibilité, on aura bien le même résultat. Alors ça, c'est pas simple, parce que on s'est aperçu aussi que beaucoup de fabricants, alors de tout type de matière, de colle, de matière de PCB, avaient changé des petites choses, mais les petites choses, au niveau de l'assembleur, ça peut avoir des conséquences importantes. De la même façon, un composant qu'on nous vend comme équivalent, il va être équivalent sur le placement sur la carte électronique. Par contre, en fonctionnement, il arrive qu'on puisse avoir des surprises. Donc il faudra s'en préoccuper. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, ça nous a amené à monter en gamme avec des ingénieurs composants, enfin tout au moins un ingénieur composant qui va traiter ce type de problème. Donc on fera la conformité, la vérification des références qui ne sont pas non matchées. Et puis après, il faudra trouver des équivalents. Et puis ensuite, s'occuper des attestations REACH au niveau du client pour informer si une référence est impactée. Donc là encore, en termes d'évolution et en garantie de fiabilité, on s'est aperçu qu'on a de plus en plus d'échanges avec nos clients sur des données qu'il y a une dizaine d'années, on n'avait pas forcément l'habitude de manipuler. Donc la gestion de fin de vie des composants. Alors on voit que je ne vais pas vous le détailler, rassurez-vous. Mais on voit que là aussi, ça demande une activité importante en termes de fiabilisation déjà du sourcing, puisqu'on va, on va travailler sur les PCN. Donc là, on va travailler avec les bases IHS ou autres. Et ça va demander aussi une formalisation documentaire qui va être relativement importante, sur lesquelles il va falloir fiabiliser les recherches, il va falloir faire des demandes de dérogation aux clients. Il va falloir faire les demandes de validité, donc la norme est claire là-dessus en termes de preuves. Donc ça nous amène aussi à manipuler pas mal de documentaires pour prouver que les choix que l'on a fait, que l'on a proposés aux clients sont pertinents et vont aussi garantir la fiabilité de son produit dans le temps. Donc ça demande une veille active, ça demande aussi une interaction importante entre les services achats et les ingénieurs composants, de façon à bien fiabiliser l'information et surtout à essayer de rien rater. Alors après, des exemples sur le documentaire qu'on va mettre en œuvre. Ça paraît important comme ça, mais ça amène quand même à avoir des process qui sont bien identifiés et avoir, je me répète un petit peu, mais avoir les preuves que l'on a bien mis en œuvre toutes les vérifications pour pouvoir garantir la fiabilité. Alors ensuite, on en vient au test. Donc, je vous en ai parlé un petit peu sur moi, ma position par rapport au test. Évidemment, il va falloir avoir un test élaboré par rapport à l'exigence du client. Donc, j'imagine que vous connaissez ou vous appréhendez les types de tests qu'on va pouvoir réaliser. Donc, test sous pointe, test in situ et puis test fonctionnel. Quand on va faire le DFT, le Design for Test, il va bien falloir s'assurer avec le client qu'il a choisi le bon test. Alors là encore, si on se retourne un petit peu en arrière, quand les tests sous pointe sont apparus il y a une vingtaine d'années, Takaya et autres, c'était merveilleux parce qu'on développait un programme de test très rapidement, même en prenant les données de conception. On avait une passerelle FabMaster et on avait un programme de test sans outillage. Alors évidemment, ça ravissait nos commerciaux parce qu'ils vendaient une prestation de test très peu chère et ça ravissait les acheteurs de nos clients parce que quelque part, eux, ils allaient faire des gains. Maintenant, ce qu'on appelle la couverture de test, suivant le produit qu'on va adresser, si c'est un produit analogique ou autre,
on peut avoir des couvertures de test qui vont être très pauvres en test sous pointe. Donc là, il va falloir se mettre d'accord avec le client et on a des outils qui nous permettent aujourd'hui comme Testway. Alors d'autres utilisent peut-être d'autres produits qui vont nous donner une prédiction sur la couverture de test et sur le type de moyens qu'on va utiliser. Donc c'est quand même intéressant parce que quelque part, il ne faut pas oublier qu'on va garantir la qualité du produit et on va garantir aussi la relation avec nos clients au travers de la fiabilité des tests. Alors évidemment, le meilleur moyen, c'est quand même de fabriquer les cartes bonnes. Le test, c'est pas non plus le filtre, c'est la garantie de la fiabilité du produit. Donc par rapport à ça, on va sélectionner des instruments de mesure qui doivent suivre le même processus que le choix des composants du produit, évidemment. Développer la structure documentaire, donc le hard et le soft, toujours les preuves de validation. Et puis l'architecture software pour permettre de facilement modifier le banc éventuellement et le faire évoluer dans le temps, donc de faire les différentes releases. Ce que je disais précédemment, quand on est amené à refabriquer un banc qui a été conçu dans les années 80, effectivement, si on n'a pas fait des remises à jour régulières, ça va être très très compliqué. Donc le produit doit être maintenable, c'est ce que j'essaye de défendre depuis le début de la présentation, mais aussi les moyens de test, évidemment. Alors ça amène des fois à des investissements importants, puisque vous connaissez aussi malheureusement l'obsolescence des équipements, donc des testeurs in situ ou tout type de testeur qui devient obsolète, quelque part il va falloir changer le moyen, mais il va falloir faire évoluer aussi les programmes de test. Alors on essaiera de les faire évoluer le mieux possible pour avoir une couverture de test plus importante, mais il faut quand même s'assurer qu'on n'a rien oublié. Et puis, pour finir, la qualité du relationnel entre les concepteurs et les industriels est essentielle à la conception d'un produit de haute fiabilité et maintenance, évidemment. On le voit souvent, moi c'est pas ma première société, j'ai travaillé dans des grands groupes aussi, où on voyait il y a quelques années des rivalités entre le bureau d'études et les fabricants. Ça tend à s'estomper au travers de la mise en place de processus comme le design for excellence, sur lesquels on va intégrer les bureaux d'études au plus près de la fabrication et la fabrication au plus près des bureaux d'études. Ça, je pense que c'est essentiel aussi pour bien travailler. Si on ne s'entend pas, alors j'ai entendu encore, ça fait une dizaine d'années quand même, sur une réunion IPC, où on avait un bureau d'études qui nous disait de toute façon, l'assembleur, il n'a qu'à faire globalement comme on a conçu le produit. Oui, on peut, mais en général, ça ne marche pas bien. Donc ce relationnel, et puis Jean-Pierre Villain en parlera tout à l'heure, sur l'humain, il est aussi important pour conduire les projets. Voilà, j'en ai fini. Donc en contact, donc Nicolas Pelvey qui est le directeur technique de Cela Group et puis moi qui suis intervenu aujourd'hui pour essayer de vous expliquer ou de vous présenter tout au moins notre démarche en termes de philosophie de développement technique. Est-ce que vous avez des questions ? C'était limpide. Oui, on parle de plus en plus d'éco-conception. Éco, pas pour économie, mais pour écologie. Aujourd'hui, une électronique ne devrait plus être jetable, on ne devrait plus parler de ça. Est-ce que tu sens, dans les donneurs d'ordre, un changement de mentalité ou pas ? Aujourd'hui, je dirais que moi, personnellement, non. Parce qu'avant tout, c'est quand même l'objectif technique qui va primer. On l'a vu au choix des ingrédients. Jean-Pierre Douchy a présenté les vernis. Donc on avait présenté là aussi il y a une dizaine d'années les vernis base eau par exemple, qui pouvaient aussi amener à faire de l'éco-conception et puis à garantir la baisse des solvants, de l'utilisation des solvants, des COV. Et on voit qu'en fin de compte, ça pose quand même des problèmes de mise en œuvre. Et quelque part, de toute façon, la technologie elle prend toujours pas le pas sur l'écologie, ça c'est clair. Et puis je dirais que on a eu les phases ROHS, donc là c'est pareil, ça fait bien sourire.
Parce que bon, l'industrie électronique est quand même pas le plus gros utilisateur de plomb. Ça nous a amené à faire des gros investissements. Et puis, certains domaines d'activité ont obtenu des dérogations. Et puis, on maintient toujours des lignes plomb et des lignes sans plomb. Hein, donc, voilà, globalement. Donc, moi, franchement, on le sent pas venir aujourd'hui, quoi. Alors, peut-être sur d'autres domaines d'activité avec des plus forts volumes. Mais là, aujourd'hui, quand on parle de fiabilité, donc on va s'attacher à utiliser quelque part des ingrédients qui ne sont pas forcément peut-être les meilleurs en termes d'écologie.